There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't. Bonjour à vous, merci d'être venus. Donc, c'est une table ronde pour thématique réanimation du territoire. Je vais d'abord présenter les intervenants au public. Donc, nous avons tout d'abord Gilles Collant, vous êtes responsable pôle ingénierie patrimoine à Aiguillon Construction. Ensuite, nous avons Pascal Bernard, qui est délégué général pour le label Les plus beaux villages de France. Ensuite, monsieur Serge Lacroix, qui est directeur de l'office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux, si je dis bien. Et enfin, Pierre Damien Leduc, qui est responsable du bureau d'études travaux neufs à Tourcoing, dans l'opérationnel. Donc le but de cette table ronde, c'est un petit peu de comprendre comment on intègre les notions de patrimoine, d'embellissement, etc. À la notion en fait, d'animation du territoire. Donc en premier lieu, ce qui serait bien, si ça ne vous dérange pas, c'est un petit peu de nous expliquer votre cursus, comment vous en êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui. Donc moi j'ai fait donc chez Archi en 95-97, donc ça remonte déjà quelques temps. Ensuite j'ai fait un master spécialisé, enfin un DESS à l'époque en maîtrise d'ouvrage opérationnel, donc plutôt tourné autour des métiers pour devenir chargé d'opération on va dire. Et puis j'ai eu une opportunité de travailler pendant 2 ans dans la grande distribution dans une filiale immobilière. Donc j'ai travaillé 2 ans chez Decathlon à Lille. Et je développais des galeries commerciales, donc quelque chose qui n'était pas forcément a priori en lien avec l'urbanisme, mais qui reposait quand même sur des compétences qui étaient des compétences de montage d'opération. Et ensuite, j'ai fait 4 ans dans une collectivité pour travailler plutôt sur des projets en rue ou GPV. Et puis depuis maintenant 8 ans, je suis revenu sur Rennes, qui est l'endroit où j'avais initié mes études supérieures. Et j'ai travaillé 1 an en collectivité, et depuis 8 ans, qui est quand même plutôt la culture professionnelle que j'ai maintenant, je suis chez un bailleur social qui est Aiguillon Construction. Et voilà, j'ai eu différents métiers qu'on pourra aborder après. Et aujourd'hui, plus spécifiquement aujourd'hui, je m'occupe plus du pôle ingénierie patrimoine, qui est en fait basé sur, il y a 2 métiers en général chez bailleurs, plutôt un métier de la construction, plutôt un métier de la gestion, et je suis plutôt autour de la gestion et de tout ce qui est opération de réhabilitation, de renouvellement de patrimoine, stratégie patrimoniale, et puis tout ce qui est ingénierie générale. Voilà. Alors moi je suis de la même promo que Gilda et Pierre. Avant de faire géoarchie, j'avais fait un doc de bio et une licence de géologie à Poitiers. Donc ensuite j'ai fait la MST géoarchie ici. J'ai fait ensuite un service ville à l'ADEPA, l'Agence de développement et d'urbanisme du Pays de Brest. Et puis après j'ai essayé de chercher du travail. J'ai pas fait de bac plus 5, j'en avais ras-le-bol des études, j'avais envie d'être opérationnel. Et donc j'ai été agent de développement pour des communautés de communes dans le Nord-Pas-de-Calais, pour 3 coms de com et puis après pour 5 coms de com. C'était à l'époque les pays, enfin ça existe encore les pays. Pays Voinet, Pasqua. Et puis depuis 2007, je suis donc le délégué général des plus beaux villages de France. Donc c'est une association nationale, je vous en parlerai, et nous sommes à Clermont-Ferrand. Voilà. Merci. Donc moi je suis un peu vieux, je suis un vieux, je suis de la promotion en 1983, ça devait être la 3e je crois. Et donc ça fait 32 ans que je n'ai pas mis les pieds dans cet amphi et je vois qu'il n'a pas beaucoup changé. Donc je suis un peu ému. Donc je suis Serge Lacroix, je travaille depuis 18 mois à l'office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux. En fait j'ai toujours travaillé dans le secteur du tourisme, c'était pas prévu au départ. J'ai une formation plutôt de jardinier paysagiste dans un premier temps, parce que j'ai fait un BTS agricole. Et après la MST, puisqu'à l'époque ça s'appelait comme ça, j'ai fait un diplôme d'urbaniste à Paris, à l'Institut d'urbanisme de Paris, de 2 ans. Je voulais effectivement travailler on va dire, essentiellement plutôt pour les collectivités, on va dire l'aménagement, et puis pourquoi pas aussi le développement urbain. Mais en fait, au départ, je suis aussi accompagnateur en moyenne montagne, parce que je voulais être guide de haute montagne.
Et c'est par ce clin d'œil-là que j'ai eu mon premier emploi pour une station de montagne du massif du Jura, où j'ai dû travailler sur le développement touristique de ce territoire, dans des domaines très très variés, puisque ça allait aussi des problèmes d'organisation, enfin comment on organise le territoire pour collecter des recettes, comment on construit aussi un certain nombre d'équipements. De ce point de vue-là, je suis assez fier parce que j'ai participé en tant que pionnier à la création d'équipements sportifs qui ont permis de générer un peu plus de 20 ans après des champions olympiques en biathlon. Donc, une petite satisfaction personnelle. Et puis, j'ai poursuivi un petit peu mon bonhomme de chemin. Et j'ai eu l'occasion de travailler pour le niveau régional, départemental. Et je termine un petit peu ma carrière, il est temps que j'arrête. Je suis au niveau local, qui est en même temps un niveau extrêmement intéressant, puisqu'on est plus opérationnel. Et donc, au travers de cette expérience professionnelle, j'ai un petit peu brassé les différents domaines. Au départ, je le disais, donc le développement touristique, mais pour beaucoup aussi tout ce qui relève du marketing, de la communication, de la promotion, on va dire, des territoires. Et depuis une petite dizaine d'années, en tant que directeur, on est très confronté aux problèmes qui ont été évoqués ce matin, c'est-à-dire la gestion d'entreprise, même s'il s'agit d'une entreprise publique, le management des équipes. Donc ce sont ce sont des domaines qu'on apprend un petit peu au fur et à mesure, même si on peut bénéficier bien entendu de processus de formation, ça c'est très très important de le rappeler. Donc on passe d'un statut de technicien à un statut de manager, mais ça c'est aussi le résultat de choix personnels. Voilà, on y reviendra. Bonjour, donc Pierre-Damien Leduc, donc même promo que j'étais avec Pascal, c'était dit. Moi j'ai un DUT de génie civil, et après géoarchie, DSS à Paris, Sciences Po comme Bruno tout à l'heure. Première expérience du PLU dans la région parisienne, très courte. J'ai bénéficié de bourse Tempus pour aller en République tchèque à l'époque de géoarchie, et donc ça m'intéressait d'y bosser un peu. J'ai bossé une petite année en République tchèque dans un bureau de consultants pour faire du développement régional. C'est la création des régions à l'époque, donc ça c'est fin des années 90, début des années 2000. Ensuite, de retour en France, je me suis lancé dans la formation professionnelle, un peu par hasard. J'avais un petit fonds agricole, donc j'ai été formateur dans un CFA et à une école d'ingénieur par apprentissage sur les métiers de l'aménagement paysager. Donc là, vraiment des techniques un peu pures. Et depuis, j'ai passé le concours d'ingénieur territorial en 2000. J'aimais bien mon boulot de formateur, donc j'ai attendu les 3 ans maximum pour intégrer une collectivité. Donc depuis 2003, je travaille pour la ville de Tourcoing, qui est une ville qui fait partie de la métropole lilloise. C'est l'île au Tourcoing, 94 000 habitants. Et en tant que responsable bureau d'études, chef de service pour être précis, travaux neufs, parcs, jardins, travaux publics. Et depuis 2007 également d'une équipe pédagogique de 4 personnes, donc 4 techniciens, une secrétaire, et puis 4 personnes qui font de la pédagogie auprès des enfants. Première question, dans vos différents métiers donc, qui sont quand même assez différents, comment on arrive à concilier le patrimoine et vraiment l'animation du territoire? Quel lien entre les deux? Comment concrètement ça se passe? La question est quand même assez vaste et puis je pense qu'elle dépend quand même beaucoup du domaine d'activité dans lequel on est. Donc moi pour y répondre, je ne peux pas m'empêcher de décrire un peu l'univers professionnel dans lequel je suis pour après focaliser sur ce que moi j'entends par patrimoine d'ailleurs, parce qu'on n'a peut-être pas tous la même définition. Donc Aiguillon Construction, c'est une société qui construit des logements, une société immobilière qui gère et qui construit des logements. C'est une société qui est une ESH, donc est une société privée qui fait un service d'intérêt général. Donc il y a aussi le côté entreprise et le côté utilité publique qui est derrière. Donc moi j'appartiens à une société qui crée un service d'intérêt général auprès, donc on va voir notamment des territoires. Et c'est une société, je dirais le dernier point, qui aujourd'hui, dans
dans son évolution, parce que c'est une société qui se développe assez largement, aujourd'hui est territorialisée. Donc en plus, dans le vocable de l'entreprise, le mot territoire est au cœur de choses. Et concrètement, aujourd'hui, ça veut dire que Aiguillon Construction a un territoire dans le Finistère, enfin, une organisation territoriale avec, je dirais, un management finistérien, un management dans le Morbihan, dans la Loire-Atlantique et dans les Villages. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je parle de territoire, et après je vais parler de patrimoine, j'entends les territoires que nous, enfin, je dirais ces entités que je viens de citer, qui sont des départements pour le coup, et donc nous on les incarne par les pouvoirs publics pour lesquels on travaille. Donc d'une certaine manière, après il y a le lien entre le territoire, les acteurs qui sont en face de nous. Donc d'une certaine manière, nous, notre rôle, c'est de créer une forme de service d'habitat à la fois en construction et en gestion pour ces territoires-là. Donc forcément, si on en vient à la notion de patrimoine, quelque part, nous, sur tous ces territoires-là, on possède un patrimoine bâti de logements essentiellement, donc qu'on doit, qu'on doit rendre cohérent par rapport aux besoins du territoire. Donc là, je dirais, c'est un petit peu le cadre général. Après, finalement, comment tout ça se joue et comment le rôle entre territoire et on va dire, un organisme HLM se passe, c'est souvent un enjeu, qui est un enjeu de perception des politiques publiques, qu'elles soient nationales, locales, et puis de savoir comment on y travaille. De façon concrète, c'est aujourd'hui, nous, par exemple, c'est de façon un petit peu macro, c'est qu'on a un certain nombre de logements sur un territoire comme le 29, et puis on définit une stratégie à un horizon d'une petite dizaine d'années qui définit si on entretient courant, etc. Et puis ensuite, on réalise des opérations. Donc on a une vision du patrimoine qui est plutôt une vision un peu économique, qui est quand même tournée autour d'une logique d'habitat, qui dérive maintenant de plus en plus vers une logique de gestion d'actifs, de propriété, et donc qui peut-être en décalage avec la notion de patrimoine qu'il peut y avoir à côté. Et on l'aborde peut-être cette notion de patrimonial au sens je dirais, mémoire ou préservation du patrimoine, que de façon, je dirais, partielle ou limitée, lorsqu'on a quelques bâtiments qui émargent d'une zone qui est la protection patrimoniale, mais globalement, on n'est quand même pas sur ces territoires. Oui, peut-être laisser la parole à Pascal. Simplement, on doit être assez proche au niveau de l'interprétation du mot patrimoine par rapport à notre collègue là, qui vient de faire sa présentation. Donc, pour nous, le patrimoine, c'est un élément du gisement touristique. Dans le domaine du tourisme, on a deux matières premières vraiment indispensables au départ. C'est le climat, donc parfois favorable, parfois un peu moins, mais on arrive toujours à faire face, on va dire, à ce défi. Et puis les patrimoines, c'est pas forcément le patrimoine, mais les patrimoines au sens large, qu'ils soient naturels, bien sûr l'espace bâti, Pascal va développer tout ça, je suppose, mais c'est aussi des patrimoines humains, je vais dire des savoir-faire. Là, je travaille pour une station qui s'appelle Saint-Quay-Portrieux et qui est également un port de pêche, qui est une des capitales, parce qu'il y en a plusieurs, de la coquille Saint-Jacques. Donc c'est aussi un élément de patrimoine qui bénéficie d'une indication géographique protégée et tout récemment d'un label rouge. Donc nous, je veux dire, c'est un de nos axes de travail, comment on va finalement mettre en scène ce produit. Mais on pourra y revenir. L'association des plus beaux villages de France a été créée en 1982 par le maire de Collonges-la-Rouge, Charles Serac, qui avait conscience que son village était beau, mais qu'il était en train de se désertifier, de se casser un peu la gueule. Et il était député, je crois, à l'époque, et sur ses allers-retours fréquents qu'il faisait avec Paris, il découvre un bouquin qui s'appelle « Les plus beaux villages de France ». Il feuillette ce bouquin, dedans il reconnaît son village, il décide d'écrire à une centaine de maires, il y en a une soixantaine qui lui répondent. Voilà d'où part l'association, et la stratégie est la suivante, je dis mon texte, mais c'est développer, promouvoir et protéger les plus beaux villages français.
Autrement dit, c'est la garantie de qualité des villages classés, donc, qui génèrent ou accroît leur notoriété, qui nourrit à leur tour, à son tour, le développement. Donc nous, notre volonté, c'est d'aider ces villages à rester vivants et actifs tout au long de l'année, en partant sur une base esthétique, sur une base patrimoniale. Aujourd'hui, pour classer un village, c'est vraiment, nous avons une grille de 27 critères, et c'est sur la base d'un capital esthétique, émotionnel, enfin on pourra en parler pendant des heures, que nous classons un village. À partir de ce capital, on peut travailler sur une politique de notoriété, de communication, qui au final doit permettre de maintenir des emplois localement et si possible d'en créer de nouveaux. Nous, notre vocation, c'est vraiment d'être un facteur d'attractivité économique sur une base touristique, patrimoniale, mais pas que. Voilà, pour faire court. J'ai également une définition différente. Enfin, travaillant pour une collectivité, une ville, tout est patrimoine. La mémoire des gens, l'histoire industrielle de cette ville, je dirais même son passé à l'école. Enfin, il y a encore des traces aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette notion de patrimoine. Et donc moi, mon intervention, elle est plutôt, vu mon métier aujourd'hui, sur le développement d'un patrimoine naturel. Alors, je vais mettre des guillemets, évidemment, naturel, dans une ville comme Tourcoing, où on passe d'une commune à l'autre sans vraiment s'en apercevoir, tellement c'est urbanisé. Mais la question, pour moi en tout cas, la définition de ce patrimoine et le travail que je fais autour, c'est essayer de dire, voilà, on a un passé industriel, comment le valoriser, parce qu'on est aussi dans des démarches de labellisation. On n'aura jamais le label le plus beau village de France. Voilà, parce que, bon, évidemment, il l'a pas dit, mais c'est moins de 2000 habitants, donc il y a déjà ce premier écueil. Et puis voilà, enfin, mais l'idée c'est, pour nous en tout cas, même si c'est pas écrit pleinement dans nos missions, on est quand même, enfin les élus en tout cas qui sont sur ce territoire-là, veulent retourner un peu l'image d'une commune qui s'est effondrée dans les années 60-70. Bon, faut s'imaginer des friches industrielles. Vous avez peut-être fait des voyages en Angleterre, Manchester, ce genre de choses. Bah, enfin, même dans le Nord, il y a quand même des paysages assez violents d'un point de vue urbain, des friches de 40 hectares en plein centre-ville. Donc l'idée, c'est maintenant, il y a eu cet âge d'or industriel. On veut le valoriser, parce qu'il y a vraiment un patrimoine architectural très riche. Et en même temps, c'est un peu dans la logique du moment, le développement de logique patrimoine naturel. Donc vous avez entendu un peu parler hier de trames vertes et bleues, trames noires. On est plutôt à se dire aujourd'hui, dans des villes très urbanisées, très denses, comment on peut réintégrer un patrimoine naturel. Donc moi c'est un peu mon secteur d'activité, pour le présenter. Est-ce que, on aimerait bien savoir en fait, parce que pour nous il y a une espèce de paradoxe en fait avec l'animation du territoire et justement le patrimoine, enfin la préservation de ces espaces qui sont vraiment figés dans le temps. Et du coup, est-ce que ça tend pas vers une muséification de ces espaces-là et de voir comment est-ce qu'on peut lier les deux, à la fois de garder ces espaces tels qu'ils étaient, mais en même temps, tout en les laissant vraiment animés. En tout cas, c'est certainement une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'acteurs territoriaux, parce qu'effectivement, la demande, enfin si on regarde les choses sous l'angle de la demande, c'est-à-dire les clientèles touristiques, une grande part d'entre elles sont à la recherche d'espaces quelque part muséifiés. Ils sont à la recherche d'images, de beaux bâtis, on va dire, d'un traitement de l'espace public soigné pour que quelque part, j'allais dire, l'élément architectural en lui-même soit mis en valeur. Donc effectivement, il y a ce besoin. Mais il y a aussi les gens qui y habitent, bien sûr, c'est aussi des espaces de vie, donc c'est effectivement très souvent une des difficultés auxquelles on peut être confronté.
Et en tout cas, c'est une des préoccupations certainement de la station dans laquelle moi, c'est parce que c'est une station qui a été inventée dans les années 1920-1930 sous la houlette d'un maire un petit peu novateur à l'époque, qui voulait transplanter un modèle monégasque sur la côte bretonne et qui a créé toute une série d'équipements qui ne sont pas forcément novateurs en soi, mais comme la création d'équipements de loisirs, casinos, cours de tennis, des promenades, des jardins. Donc, enfin, il y a eu tout un environnement urbain qui a été créé. Et aujourd'hui, donc, cet environnement, il existe encore pour partie. Une des préoccupations, c'est comment on peut effectivement s'appuyer sur sur ces équipements, enfin, on va dire ce bâti-là, mais aussi comment on peut réinventer une station aujourd'hui pour pouvoir donner un souffle pour les 30 ou 40 ans, parce que c'est souvent des choses qui doivent s'examiner, enfin se regarder sur le très long terme, bien entendu. Donc c'est une des difficultés. Et je n'ai pas forcément la réponse, mais ce matin on a parlé effectivement de PLU, enfin de documents d'urbanisme. C'est aussi certainement des outils qui nous permettent d'appréhender, la transformation de l'espace public pour en même temps conserver, on va dire, son attractivité, tout en faisant en sorte que ça soit aussi un espace de vie. C'est une des difficultés. Et je pense que encore une fois, pour notre ami là, des plus beaux villages de France, ça doit être effectivement un challenge difficile. Enfin, en tout cas, quadrature du cercle à trouver. Ouais. Il y a la muséification des villages, des plus beaux villages de France, c'est un risque majeur. Et il y en a un certain nombre qui sont plus ou moins figés et qui resteront figés. Déjà pour des questions environnementales, quand vous avez un village qui est coincé entre la Dordogne, la rivière Dordogne et une falaise qui est en train de se casser la gueule, il y a un PPRI, on ne peut plus construire, enfin donc ça va rester figé. Après nous ne sommes pas là pour empêcher les villages de se développer, mais on leur dit si vous urbanisez, ne le faites pas n'importe où et n'importe comment. Parce que nous, notre concept, c'est un capital esthétique, et les abords pour nous sont primordiaux. Ce sont les premières impressions que l'on va avoir d'un village. Si les premières impressions sont positives, on va être incité à s'arrêter. Si elles sont négatives, on va être incité à continuer notre route. Donc nous, la lecture du site, des abords, des contours de l'ensemble urbain, architectural, c'est fondamental. Nous ne sommes pas l'association des plus beaux cœurs historiques. Vous auriez un cœur historique assez sympa, et puis après, le phénomène classique, étalement urbain, à la Mort-Moelneux, comme on voit partout en France. Donc des entrées dégueulasses, vous en avez dans les plus beaux villages de France. Mais il y a toujours au moins une partie qui reste protégée. Et moi, une de mes plus grandes frustrations, c'est qu'on ne sait pas urbaniser, enfin, on ne sait pas enrichir l'architecture de ces villages-là. Ajouter des constructions, de nouveaux quartiers, on ne sait pas. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas d'exemple. Enfin, j'ai un seul exemple, c'est à Gassin. C'est quel département, j'ai oublié. Mais ils ont fait une extension, une sorte de greffe urbaine, en faisant appel à Franck Sperry, c'est l'architecte de Port-Grimaud. Donc si vous avez l'occasion... Il est mort? Lui aussi? Autrement, malheureusement, quand vous regardez l'urbanisation récente de ces beaux villages, c'est triste. Donc on a besoin d'urbanisme, d'urbanistes, de PLU, mais pas des PLU low cost. Alors voilà, donc on a besoin de vous pour pas que justement que ces villages restent figés, soient muséifiés. Enfin, on pourra en parler des heures. La question du patrimoine, en fait, moi je l'aborderai différemment, enfin en tout cas dans l'univers dans lequel je suis, c'est que d'abord ce que m'évoque, ce qu'il a dit, c'est que, y compris une
un bailleur social comme nous, on est à la fois sur les territoires ruraux et sur les territoires urbains, et la notion du patrimoine, forcément, ne se joue pas de la même façon, suivant le site, parce que, évidemment, les critères de dynamique économique et de capacité de transformation ne sont pas les mêmes. Donc, déjà, on voit bien que sur les territoires de type de ceux qui émergent au plus beau village de France, on est plutôt sur les territoires ruraux, pour lesquels il y a une valeur parfois immobilière économique, parfois il n'y en a pas. Enfin, on voit bien qu'il y a des contextes qui sont assez singuliers. Voilà. Donc moi, je ne sais pas si je pourrais me positionner sur ce côté patrimonial au sens tel qu'il était vu. Ce que je trouvais intéressant dans ce qui était dit, c'est que au niveau de... Une des fonctions par lesquelles je suis arrivé moi chez Aiguillon Construction, c'était de travailler sur tout ce qui était renouvellement patrimonial. Donc, au début, c'était quand même une vision qui était quand même... Donc, la définition du patrimoine que je vous ai brossée, c'est une vision assez technique quand même, finalement, au départ. Et puis, finalement, lorsqu'on parle du renouvellement de patrimoine, on voit tout de suite qu'il y a la dimension humaine qui apparaît. Et dans cette dimension humaine, là, par contre, il y a du lien avec ce qu'on vient de voir, puisque c'est ce qu'évoque le sens qu'a le patrimoine bâti, l'histoire, pour les gens qui sont dedans, et quelque part, l'attachement, et d'un point de vue de l'opérateur, du gestionnaire immobilier, tout l'enjeu, il était de pouvoir susciter une adhésion suffisante des habitants pour qu'il y ait une transformation qui soit l'effacement de ce qu'il y avait pour repartir sur quelque chose de neuf. Et donc là, les questions du sens du patrimoine pour les gens, de ce que ça évoque, etc., c'est une question qui est clé puisqu'elle est au cœur du dispositif opérationnel. Si on veut qu'on puisse le faire, il faut que les habitants soient dans un minima complice. Et ce que je trouve intéressant, qui a été pu être travaillé de façon un petit peu, je dirais, c'est un concours de circonstances, mais chez Aiguillon Construction, on a tout de suite eu une psychologue. Et tout de suite, on a travaillé sur des notions qui étaient exprimées par cette personne, qui était la notion de gestion du deuil, de savoir ce que représentait le patrimoine pour les gens. Et c'est en travaillant sur d'abord cet aspect, qu'est-ce que représente le patrimoine pour chaque individu, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général, en croisant l'inter-individuel, l'intérêt général, et en sachant manier ces deux approches, qu'on a pu avoir des projets qui, je dirais, ne bloquaient pas, déjà d'un point de vue humain, qui avaient d'autres complexités technico-financières derrière. Et finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la manière dont les choses, dont la culture s'est mise en place au sein de l'entreprise, la notion de patrimoine, qui était très technique il y a encore, je dirais même 6-7 ans, devient beaucoup plus globale. Elle devient à la fois technique, bien sûr, elle devient territoriale, on comprend le sens de ce qu'on fait dans le territoire, on ne démolit pas tout, parce qu'à un moment donné, il y a des secteurs dans lesquels le contexte local fait qu'on ne peut pas démolir. On ne démolit pas n'importe comment, etc., etc. Et donc le côté territorial est important, le côté individuel des locataires est important, le côté social, service rendu est important. Donc on voit bien que la notion de patrimoine, par contre, là, elle devient aussi beaucoup plus globale, quoi. Voilà, donc après c'est un peu plus le parallèle que je préfère. Oui, alors, travaillant donc sur une commune qui a un passé lourd industriel, on se rend compte que cette notion de patrimoine a énormément évolué dans le temps. Ce qui est aujourd'hui patrimoine dans une ville comme Tourcoing, une ancienne usine, une sorte de château industriel magnifique, il y a 30 ans, c'était la première chose qu'il fallait démolir. Donc, encore une fois, c'est une notion très relative, elle évolue beaucoup dans le temps, et aujourd'hui, donc, si on prend une photo de ce qu'est la notion de patrimoine, nous, on a eu de la chance, parce qu'on est dans une métropole où la concurrence entre les villes est forte, Lille-Roubaix, Tourcoing, chacun essaie de se battre pour revivre économiquement. Lille y arrive assez bien, forcément c'est un peu le cœur. Mais il y a eu dans les fin des années 90, début années 2000, un gros travail de définition de ce que c'était le patrimoine pour une ville comme Tourcoing. Et c'est passé par la réalisation d'une ZPPLP, donc zone de protection du patrimoine architectural, urbanistique et paysager, qui couvre 80% de la commune, ce qui est énorme. C'est-à-dire en gros c'est une commune qui fait 1500 hectares, je vous laisse faire les calculs. Donc à peu près 1200 hectares. Et donc voilà, on est sur un patrimoine qui est de l'ordre du souvent un peu mémoriel, industriel, mais pas que. Je dirais, une vie ouvrière a occasionné, on va dire, des choses qui nous couvraient, par exemple,
C'était la première chose qu'il fallait démolir aussi il y a 30 ans. Aujourd'hui, on va la réhabiliter, on va la protéger. Donc cette notion-là de protection, développement, il y a l'idée quand même derrière les PPUP, c'est de se donner une identité et de défendre ce patrimoine et le valoriser pour faire venir des gens, pour rendre attractif. Et moi, je dirais, le sens de mon travail, c'est je travaille essentiellement sur les espaces publics. Donc c'est plutôt de mettre en scène ce patrimoine-là. C'est-à-dire qu'il y a l'idée derrière, dans de l'animation du territoire, que la force publique investit dans les espaces publics et que le privé fera un peu le reste sur le patrimoine architectural privé. Il y a un travail sur le patrimoine architectural public, mais globalement, il y a l'idée qu'il faut réinvestir les espaces publics pour développer, enfin, identifier, rendre visible ce patrimoine privé et le rendre, je dirais, le positiver. Je vous dis, on a basculé d'une vision très négative de la ville, c'est-à-dire que les gens étaient les premiers à dénigrer leur ville, et on essaie de retrouver une forme de fierté locale en disant, bah voilà, on a quand même des choses très intéressantes, et je pense qu'à partir du moment où la collectivité reprend un peu confiance, ça permet d'avancer un peu sur les questions sociales, notamment. Ce qui serait très bien, c'est qu'il y ait un Pierre Damien Leduc dans chaque commune de plus beaux villages de France pour travailler sur les espaces publics, donc des plus beaux villages de France. Parce que ce que tu viens de dire, c'est nous, dans nos critères de classement, on essaye d'apprécier la qualité des espaces publics. Et trop souvent, et donc là ça vous concerne tous, enfin je pense, parfois, comment on peut définir la qualité d'espace public? Et parfois certains bureaux d'études, et notamment certains architectes des bâtiments de France, ont imposé certaines formes d'espaces publics qui sont vraiment aujourd'hui un peu pénalisantes. Vous avez un peu de caricature, c'est-à-dire entre un bureau d'études qui va utiliser le registre routier, c'est-à-dire qui va mettre de l'enrobé de façade à façade, et un autre bureau d'études qui va mettre de la décalade des pierres dans toutes les rues et ruelles du village, on est dans deux caricatures, quoi. Donc nous, on essaye d'expliquer au village, notamment que la qualité des espaces publics, c'est fondamental, ça rejoint ce que tu viens de dire, Pierre, et il faut d'abord que cette qualité des espaces publics, elle parle aux habitants, avant même de penser aux visiteurs. Il faut déjà que les espaces publics soient appropriés, soient faciles, permettent au quotidien aux gens de vivre dans ces villages-là. Nous, on ne mesure pas la qualité esthétique au nombre de pierres, de bordures en pierre, au nombre de plantes qui pourraient être, ou de fleurs, de jardinières en plastique qu'on pourrait voir à droite à gauche. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vrais paysagistes et aussi dans les plus beaux villages de France, et pas uniquement des pépiniéristes, enfin voilà, ou de la fleur au kilo. Pardon. On a pu voir donc que la notion de patrimoine était assez large. Et comment, du coup, on arrive à intégrer vraiment les habitants, les gens qui vont vivre ces espaces-là? Parce que vous parliez donc de l'habitat, mais on a pu voir aussi à Tourcoing, voilà, il y a un patrimoine industriel très fort. Comment on arrive vraiment, c'est peut-être de la concertation, je ne sais pas comment, dans les projets concrètement, on les implique pour qu'ils vivent leur patrimoine et... C'est probablement quelque chose qui est plus... autour de tout ce qui est action sur l'habitat, c'est forcément une question qui est centrale et donc qui est assez travaillée globalement. Après, la question de l'application des habitants, elle est forcément orientée sur la manière dont on souhaite qu'ils se positionnent. Alors en général, c'est évidemment différent suivant nos structures, mais d'une certaine manière, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un patrimoine qui est le plus attractif possible, que les gens aient le plus envie d'habiter là où ils habitent. Et on a une autre préoccupation quand même lorsqu'on est un bailleur social, c'est qu'on souhaite que l'impact de tout ce qu'on fait soit le plus positif ou le moins impactant pour eux. Donc je dirais qu'on va déjà travailler sur ces éléments d'objectifs par rapport à la concertation. Donc après, on va développer donc je me positionne plutôt dans le cadre où on a des projets, parce que finalement après on a d'autres formes de concertation. Là aujourd'hui on est quand même plutôt sur des choses qui sont en train de s'ouvrir, alors qu'elles étaient, je dirais, assez standardisées préalablement, si on prend une forme de contrepoint, parce qu'il y a une exigence, on va dire, de
des clients ou des locataires qui est plus forte, et parce qu'il y a aussi un souhait de la part des collectivités que cette participation des habitants soit plus forte. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train d'avoir une plus grande, enfin d'être plus innovant. Là, je prends un exemple d'un projet qu'on est en train de mener de réhabilitation assez important sur Rennes. Et jusqu'à présent, les réhabilitations étaient menées avec des concertations qui étaient assez standardisées. On consultait les locataires et puis finalement, on ne se préoccupait pas forcément de savoir. Enfin, il y avait un côté assez réglementaire dans la concertation, de façon caricaturale évidemment, dans ce que je vous dis. Mais là, on voit bien que les enjeux, on va dire, de regard du territoire, d'exigence, on va dire, des locataires et des habitants, fait qu'on est obligé de développer beaucoup plus d'outils. Et là, c'est un projet sur lequel on investit beaucoup d'argent maintenant dans l'aspect, on va dire, technique, mais on est en train aussi de se dire, il faut qu'on investisse dans des sommes qui sont assez importantes, des actions qui sont autour de l'implication des habitants. Et là, c'est le côté aussi un peu plus global et d'implication d'un bailleur sur un territoire, c'est que si avant on était dans une logique où on se préoccupait que des locataires, là aujourd'hui on se préoccupe beaucoup plus des habitants. Et pour revenir à l'exemple dont je vous parlais, c'est que c'est une... Oui, c'est plus global, c'est une tour en fait qui est un peu un symbole du quartier où on est assez largement impliqués nous. Et le changement d'image de la tour va à la fois être impactant pour les locataires, qui sont assez peu mobilisés d'ailleurs, mais il va être encore plus impactant probablement pour les habitants du quartier. Et donc tout l'enjeu qu'on a eu, c'est de se dire, mais probablement que notre responsabilité, elle est autant de s'intéresser aux locataires qu'on a, qui d'une certaine manière sont assez captifs, et donc l'ambition probablement d'implication sera assez faible, que d'impliquer l'ensemble des gens du quartier, parce que finalement, c'est une tour de 18 étages, finalement le fait qu'elle change d'image, ça va aussi changer l'image du quartier, et donc on a été amené à se dire, il faut peut-être qu'on fasse un local d'information, qu'on l'anime aux côtés des collectivités, et donc on voit que les passerelles maintenant entre, on va dire, des organismes comme les nôtres qui ont un service d'intérêt général et les collectivités, sur la notion d'implication des habitants, des citoyens, devient beaucoup moins, je dirais, rigide qu'elle n'a été, beaucoup plus innovante. Voilà. Merci. Nous, effectivement, au niveau d'un office du tourisme, on est assez peu impliqué ou concerné par cette dimension, et pourtant elle est importante. Parfois, on est confronté à une difficulté. Il y a une partie de la population qui surinvestit, on va dire, son territoire ou son patrimoine, plus exactement. Donc, il peut y avoir des fois un décalage entre, j'allais dire, une vision un petit peu vécue du patrimoine local avec une vision peut-être un petit peu plus scientifique. C'est vrai qu'il y a dans les acteurs sociaux d'une commune quelle qu'elle soit des acteurs, des associations de protection de l'environnement ou du patrimoine qui sont hyper actifs sur ces questions et qui peuvent avoir tendance, on va dire, à figer un petit peu, à figer les choses d'une part, et puis parfois ne pas voir des choses plus innovantes on va dire, sur leur territoire, parce que quelque part c'est un problème de culture. Donc, alors nous on a peu de leviers d'action par rapport à ça. Peut-être un auquel justement sur lequel on réfléchit, d'ailleurs c'est une des démarches qu'on a proposées, on l'a encore évoqué hier avec une des maires adjointes de notre commune, c'est d'offrir un temps de découverte, de visite guidée de la commune aux nouveaux habitants. Donc c'est une manière, bien sûr c'est un geste d'accueil, c'est aussi, il y a aussi cette finalité, il ne faut pas se tromper, mais quelque part on a une visite qui est assez, qui est assez adaptée justement pour faire comprendre un petit peu comment un espace s'est transformé dans le temps, puisque nous avons une visite qui est sur le thème on va dire, l'activité portuaire du 18e jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc ça c'est une manière peut-être j'allais dire, d'impliquer, en tout cas d'intéresser, je dirais pas de concertation bien entendu, mais en tout cas de sensibiliser la population locale, on va dire, à un patrimoine au sens large et qui évolue dans le temps. Nous ne faisons pas de concertation, voilà, on ne fait pas de concertation, nous. On laisse sensibilisation, non, on met la pression, c'est-à-dire que si les communes font n'importe quoi de leur patrimoine, on les vire de l'association.
Voilà, donc c'est un peu violent, hein. Mais donc on laisse les communes souveraines chez elles de se débrouiller pour essayer de sensibiliser leurs habitants, leur population, à quoi, quel est l'intérêt de protéger, de mettre en valeur un patrimoine, et puis aussi de faire confiance aux bureaux d'études qui travaillent pour les communes, quoi. Mais on est très très mauvais là-dessus, et surtout que les gens comprennent. Il y a beaucoup de gens qui comptent du bois ou des petits carreaux dans le périmètre du monument historique. Voilà, quoi. Les gens ils comprennent pas. Il y a pas. Je crois qu'il y a très peu de culture architecturale, urbanistique et paysagère dans ce pays. J'ai cru comprendre qu'en Italie c'était différent, mais je sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais il n'y a pas de culture, quoi. Les gens ils savent même pas pourquoi. Quand on leur demande mais pourquoi vous visitez ces villages, ben, on trouve ça beau, mais pourquoi vous trouvez ça beau? Ils savent pas verbaliser, ils savent pas formaliser. Je sais pas, c'est fleuri, il y a des vieilles pierres, c'est un peu court, quoi. Je sais pas si j'arrive. La concertation, elle dépend, enfin, dans une commune, beaucoup aussi de la personnalité du maire. Et nous, on a vécu un changement politique assez radical dernièrement. Et je pense qu'on aurait posé la question qu'est-ce que le patrimoine pour vous sur Tourcoing, à l'ancien maire et au nouveau maire, on aurait eu des réponses très très différentes. Donc forcément, les processus de concertation derrière, d'une part, globalement, enfin c'est obligatoire la concertation de manière générale, hein, c'est imposé par la loi, donc on le fait, mais globalement c'est assez pauvre. Enfin, pour avoir vécu quand même des centaines de réunions de concertation, comme tu le disais Pascal, globalement, par défaut, par manque de culture, je veux dire, on peut discuter sur un projet de valorisation de patrimoine, dire ça c'est important, on va le mettre en valeur, mais je dirais, pour discuter, il faut être deux, quoi. Et souvent, on tombe très vite en concertation sur du quotidien archi basique, les places de stationnement et les crottes de chiens, quoi. Donc, la concertation, globalement, elle n'est pas très bien faite parce que, voilà, on n'est pas... on tombe très vite soit dans la technicité ou soit dans le quotidien, mais il n'y a pas vraiment d'échange, même si il y a des bons principes, une bonne volonté, mais on n'est pas du tout... je crois que les habitants ne sont pas suffisamment armés. On a essayé de faire des ateliers de coproduction sur l'extension d'un parc en plein centre-ville. On a eu 10 personnes, on a tenu 6 mois là-dessus, et globalement, le maire il participait de temps en temps à ces ateliers, il a imposé sa volonté. Enfin, je veux dire, c'est un peu tronqué la concertation, concertation, information, coproduction, enfin, des choses sympathiques. Et sur la notion de patrimoine, concerter, encore une fois, vu que chacun a à peu près sa définition du terme patrimoine, voilà, nous on va défendre un arbre par exemple, mes collègues de la voirie vont défendre des places de stationnement. Pour eux c'est leur patrimoine, hein, c'est leur sujet d'étude. Voilà, on va très vite tomber de dire voilà, est-ce qu'une maison 1930 c'est du patrimoine, pas du patrimoine, est-ce qu'il faut la garder, pas la garder. Enfin, concertation, piège à con, non? Je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, globalement, quasiment depuis que je suis sorti dans le monde professionnel, la concertation a été toujours prônée au nu, et le regard que j'en ai, c'est qu'il faut être assez pragmatique par rapport à ça. D'une certaine manière, les gens n'ont pas forcément envie qu'on les sollicite sur tous les sujets qui nous intéressent en tant qu'urbanistes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers eux pour leur expliquer des choses, mais il faut qu'il y ait quand même des choses qui soient de l'ordre de l'intérêt partagé. Voilà, donc moi, l'expérience me fait me dire qu'elle elle est nécessaire parce que c'est aussi de l'ordre de comment on respecte les gens vis-à-vis, ou comment on est utile aux gens vis-à-vis desquels on travaille. Ça, je pense que ça, c'est notre job, et il faut qu'on aille assez loin sur ces questions-là et qu'on mette les moyens. Après, moi j'ai envie de dire, il y a des gens aussi qui n'ont pas ce goût d'être forcément interpellés, qui font quelque part confiance aux autres. Après, et je pense qu'il faut faire la part des choses, quoi. Et on peut être embarqué dans des logiques de concertation qui sont aussi des effets d'image, soit pour des élus, soit pour des sociétés. Et donc après, nous en tant que techniciens, en tant qu'à la main-d'œuvre sur ces questions-là, il faut aussi qu'on sache faire la part des choses.
on sait communiquer, mais on sait concerter, voilà. Et c'est vrai qu'il y a même des, enfin je vois bien, y compris dans les secteurs sur lesquels moi je suis amené à travailler, des gens qui vont très loin sur ces sujets-là, en me disant je ne sais même pas jusqu'où ils vont et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire des gens, quoi. À un moment donné, associer les gens pour associer les gens, voilà, on peut se poser la question du sens que ça peut avoir. Alors, je n'étais pas directement concerné par le sujet, mais antérieurement, j'ai travaillé à l'Office du tourisme de Briançon, qui est donc une ville d'art et d'histoire. Enfin, c'est une des rares stations de sport d'hiver qui est en même temps ville d'art et d'histoire. Et en même temps, il y a une partie de son patrimoine qui est inscrit à l'UNESCO dans le cadre du réseau Vauban, voilà, enfin, qui regroupe 12 sites en France. Et donc, dans les deux cas, dans cette ville, il y a deux outils qui ne traitent pas forcément de la concertation, mais qui impliquent quand même, à qui on impose, on va dire, une dimension, on va dire, de discussion avec les habitants. C'est le processus Ville d'art et d'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'actions pédagogiques qui sont menées avec l'environnement, enfin, le monde scolaire, hein, on va dire, de ce territoire. Et puis, le plan de gestion du patrimoine UNESCO, c'est assez sévère, et donc là, il y a effectivement des contraintes très fortes qui concernent parfois des éléments très ponctuels du bâti, et parfois des espaces un petit peu plus importants. Je pense à la vieille ville de Briançon en particulier. Et donc, dans les deux cas, en tout cas dans le deuxième, il y a forcément une dimension de présentation, présentation, on va dire, des enjeux, des objectifs à atteindre, et bien sûr des contraintes, parfois pas toujours faciles à faire accepter, mais en tout cas qui nécessitent, qui imposent des temps de discussion et de concertation avec la population. J'ai ces deux exemples en tête. Sur ce travail plutôt de sensibilisation, enfin moi une grosse partie de mon boulot ça reste de la sensibilisation. On se rend compte que, parce qu'on parle de label aussi, hein, ville d'art et d'histoire, plus beau village de France, on essaie également, même pour une ville comme Tourcoing, de travailler sur cette notion de labellisation. Non, à la limite, bon, c'est des challenges, on va dire des projets de direction, ça donne un peu du sens à des actions, enfin un travail quotidien, parce que bon, moi, je travaille dans une direction parc et jardin, il y a des jardiniers, bon, je pense qu'ils ne sont pas forcément sensibilisés à leur travail quotidien, mais on s'est dit aussi que participer à des labels type village fleuri, on n'est qu'à Fleurs, c'est plus un travail de sensibilisation en fin de compte interne que d'attrait touristique, parce que bon, c'est pas ça qui va faire venir les touristes et les entreprises. Donc on est un peu aussi dans la recherche de reconnaissance en interne par ce genre de label, et c'est plutôt un travail de sensibilisation. On a fait le même travail cette année sur le Grand Prix national, enfin le Prix national de l'arbre, qu'on a obtenu. L'idée c'est quand même de dire on a un patrimoine, vous le connaissez pas, et on vous sensibilise par rapport à ça. Et je dirais, nous on accueille à peu près 15 000 personnes dans nos cercles pédagogiques. Bâtiment, là aussi, mêlant l'ancien et le moderne de manière assez réussie, je pense. L'idée, c'est ce travail au moins de sensibilisation pour passer à l'étape de concertation après. C'est-à-dire qu'il faut déjà être sensible pour se sentir concerné après, pour participer plus pleinement, je pense, à l'aménagement de sa vie.